L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et pour une fois, je peux dire que j'espère que vous allez bien avec un public. Donc on est à Neuchâtel, à la brasserie Barthes et on a un joli public qui est venu pour faire un épisode en live. Donc c'est la première fois que je fais un épisode en live. Donc déjà, merci à tout le public. Donc vous pouvez faire quelques applaudissements. Voilà, magnifique, superbe. Alors, avant de démarrer... Évidemment, merci à tous d'être venus. Merci à l'équipe de la brasserie Barthes. Merci à Karim et Marc qui sont là. N'hésitez pas à vous abreuver. Je vous ai déjà donné quelques explications en off concernant le bruit. Donc, on est c'est carré à ce niveau-là. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé aussi pour cet événement. Donc, voilà. Et on va tout de suite démarrer. Donc, ça va se passer en plusieurs étapes. Alors, il y aura une première étape, une sorte de préface comme les préfaces d'un livre qui n'est pas forcément liée à la suite, mais ça je vais vous l'expliquer en deuxième. Et la deuxième étape, on va évoquer un voire deux sujets et là c'est là que je vous inviterai à participer, c'est-à-dire que là, comme vous voyez, il y a un deuxième micro, donc faut pas faire les timides. Si vous voulez venir participer, venez vous asseoir et on va discuter un petit peu. Ça peut être une personne, deux personnes. Si vous avez des questions comme en classe, n'hésitez pas à lever la main et on essaiera de répondre à votre question. Peut-être qu'on attendra la fin. Et voilà, comme je vous ai déjà dit, merci à Annick de Coombs Cookies qui nous a mis à disposition des cookies qui sont succulents. Et voilà, on va passer à la première étape que je n'ai pas encore expliquée. Alors, je vais vous expliquer comment cette idée m'est venue. Donc, il y a 3-4 semaines, environ 3 semaines, je suis allé à une conférence à l'Université de Genève. Il y avait environ 400 personnes, si je ne me trompe pas. Et ça parlait d'un sujet... Alors, il va me corriger, la personne qui va faire la présentation va me corriger. Mais ça mettait en lien l'intégration des étrangers en lien avec le marché du travail. Et j'ai vu à ce moment-là et entendu des informations très importantes et très intéressantes qui sont souvent utilisées je ne vais pas dire mauvais escient, mais qui sont souvent utilisées par les politiques et les médias. Et quand j'ai fini, quand je rentrais, je me disais, mais en fait, on devrait tous savoir ce genre de choses, on devrait tous être informés, parce que souvent, ces informations, elles sont utilisées et on n'a pas vraiment la connaissance. Donc pour l'instant, ça vous paraît très flou, mais la personne va venir. Cette présentation, elle a été faite par mon frère, David, qui est juste là, et qui va venir la présenter ici également. Et il va vous parler de différentes choses, mais une fois encore, je pense que, comme je l'ai dit auparavant, ça concerne l'intégration des étrangers, les réfugiés et le marché du travail. Alors loin de moi l'envie de vous influencer sur vos choix politiques ou etc. Mais je pense que c'est des informations qui sont très très intéressantes. Donc David, je te laisse venir et peut-être que avant que tu démarres, tu peux venir là. Cool. Très bien. Alors moi je vais mettre sa présentation, mais David, peut-être est-ce que tu peux déjà expliquer ce que tu fais comme doctorat et sur quel sujet la thèse de ton doctorat est? Ok, alors je suis doctorant en sciences économiques à l'Université de Genève et ma recherche porte sur deux sujets. Le premier est l'impact du vote par correspondance sur la participation aux votations. Et le deuxième sujet est donc, comme l'a expliqué Abi, l'intégration des réfugiés sur le marché du travail. Alors moi je vais me mettre sur le côté, lui va faire sa présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main. Moi, je répéterai votre question au micro pour que tout le monde l'entende lorsque ce sera diffusé. Et sinon, on prendra un peu le temps à la fin aussi si vous voulez poser quelques questions. Alors, comme vous le savez, il y a quelques épisodes du podcast qui ont traité des sujets touchant de près ou de loin à l'immigration. Et donc, c'est une thématique sur laquelle je travaille, comme je viens de l'expliquer. Et je présente parfois au grand public dans des conférences. Et donc, Abi, qui a participé à la dernière, m'a proposé de venir partager avec vous son contenu. Donc, je vais vous proposer une petite revue de la littérature scientifique couvrant l'intégration des réfugiés sur le marché du travail et plus particulièrement les diverses politiques d'intégration qui ont été mises en place en Suisse
et au Danemark, qui est un pays dans lequel pas mal de recherches est effectuée aussi sur cette thématique. Et bien sûr, je vais faire un effort pour vulgariser au maximum le sujet. Donc, il m'est bien évidemment impossible d'entrer dans le détail des études que j'ai sélectionnées pour cette revue, ou sur les méthodes qui ont été employées pour évaluer les politiques d'intégration. Cependant, je crois qu'il est important de vous souligner à quel point cet exercice est délicat et de vous introduire brièvement à la stratégie qui est adoptée pour étudier l'intégration des réfugiés dans le contexte suisse. Donc, pour cela, il nous est d'abord crucial de distinguer corrélation et causalité. Donc, sur le graphique, à votre gauche, vous trouverez sur l'axe horizontal la consommation de chocolat par habitant chaque année d'un pays, et à la verticale, le nombre de prix Nobel qui a été attribué aux ressortissants de ce même pays. C'est-à-dire que plus un pays se situe à la droite du graphique, et plus la consommation de chocolat de ses habitants est élevée. Et plus il est haut, et plus il compte de prix Nobel. Donc, quand on voit ce graphique, la relation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel est assez flagrante. Plus on mange de chocolat dans un pays, et plus on y trouve de prix Nobel. Donc, malheureusement, pour les addicts au chocolat qui sont présents dans la salle, et je crois que je peux vous reconnaître avec la lumière qui brille dans vos yeux, ça ne veut pas dire que vous avez une meilleure chance de gagner un prix Nobel. Donc, ce n'est évidemment pas grâce aux vertus du chocolat que Jacques Dubochet, Michel Mayor ou Didier Queloz ont remporté leur prix Nobel en tant que Suisse en physique et en chimie, mais à une série d'autres facteurs, comme les ressources allouées à la recherche, la qualité des infrastructures du pays ou son niveau de richesse, qui influent aussi sur la consommation de chocolat. On dit donc que la consommation de chocolat est corrélée avec le nombre de prix Nobel. Et le cœur de mon métier, en tant qu'économiste spécialisé en économie appliquée, consiste à prouver que les relations que j'observe dans le cadre de mes études sont causales. Donc, pour identifier ce type de relation, on a 3 éléments qui nous sont indispensables. Tout d'abord, il nous faut un contexte, idéalement avec un changement de politique ou de comportement qui nous permet de répondre à nos questions de recherche. Je vois que Jason est présent dans la salle. Si je veux savoir si les produits LVDD ont une bonne influence sur la santé, il me faut idéalement un contexte où les gens commencent à consommer du LVDD, un minimum de recul dans le temps, et ensuite des outils statistiques qui me permettent de mesurer cet impact. Il nous faut aussi un accès aux données qui nous permettent d'exploiter le contexte identifié. Ça peut paraître assez évident comme ça, mais ce n'est pas un accès qui nous est facile en tant que chercheurs, notamment dans l'analyse de l'intégration des réfugiés, parce qu'il y a certains pays qui interdisent l'association des données qui sont liées aux migrants avec les données qui sont liées à l'emploi. Donc c'est pourquoi la plupart de ces études en Europe sont menées dans les pays scandinaves et en Suisse. Et enfin, et là ici, il s'agit ici plutôt de notre mission en tant que chercheurs, il nous faut proposer une approche méthodologique qui est crédible, et pour ça, il nous faut parfois aussi faire preuve de pas mal de créativité. Tu peux passer à la prochaine slide, merci. Alors, là-dessus, vous pouvez constater que... Alors, dans le cadre de nos recherches en Suisse, on s'inspire énormément de ce qui se fait en médecine. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle une expérience contrôlée, et l'exemple plus précisément est un essai clinique randomisé. Donc comme vous le savez certainement, dans le cadre de la médecine, si on veut évaluer l'efficacité d'un nouveau traitement, on prend un certain nombre de patients qu'on va allouer aléatoirement dans 2 groupes, un groupe de contrôle et un groupe de traitement. On va donner au groupe de contrôle un placebo et à l'autre groupe, donc le traitement qui est en phase de test. Et si le nombre de patients est élevé, ces 2 groupes sont statistiquement comparables. Ce qui veut dire que dans le long terme, la différence dans l'état de santé du groupe du traitement avec celui de contrôle nous permet de mesurer l'impact du médicament. Donc, que fait-on dans le cadre de notre recherche en Suisse? Alors, il s'avère qu'en Suisse, on a un certain nombre de personnes qui sont admises et admis en tant que réfugiés, que ces personnes-là sont allouées de manière quasi aléatoire dans un canton, et que, donc, de par des raisons statistiques, les réfugiés qui se retrouvent dans les cantons A et canton B deviennent comparables. Ce qui veut dire que si un réfugié dans un canton A est exposé à une politique, le réfugié qui n'est pas exposé à cette politique dans le canton B nous permet de mesurer l'impact de la politique qui est introduite. Ma présentation elle va se structurer autour de 3 dimensions. La première qui est l'apprentissage de la langue locale, la deuxième qui est le statut de résidence, et la troisième qui est l'aide sociale. Donc, avant de me lancer dans ma revue, je voudrais quand même vous prévenir que je vais parfois discuter de délinquance ou de délit. Il ne s'agit bien évidemment pas d'établir un lien entre délinquance et réfugiés.
Les données nous le montrent, l'écrasante majorité des réfugiés est irréprochable aux yeux de la loi. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que l'existence d'un lien évident entre réfugiés et délinquance est malgré tout évoquée dans certains discours. Et la recherche, dans sa mission de contribution au débat public, s'est donc attardée sur lui et met même en avant des mesures qui permettent de réduire le nombre de délits chez les réfugiés. Donc tout d'abord, l'apprentissage de la langue locale. Donc on a un premier papier qui concerne la Suisse. Alors, la première question qu'on peut se poser quand on parle de l'allocation aléatoire des réfugiés dans les différents cantons, c'est mais on a un certain nombre de personnes qui viennent d'Afrique et dans ces pays d'Afrique, le français est parfois parlé. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver, de par cette politique d'allocation, avec des réfugiés originaires d'Afrique francophone dans des cantons alémaniques. Et donc, là, la question qu'on peut se poser, mais est-ce que c'est pertinent ? Et donc, ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont exploité cet aspect-là pour voir si donc l'intégration des réfugiés est meilleure dans les cantons, l'intégration des réfugiés venant de pays francophones est meilleure dans les cantons romans. Et donc là, il y a un autre élément qu'on peut souligner, c'est que les dynamiques du travail sur les marchés du travail alémaniques ne sont peut-être pas les mêmes que sur les marchés romans. Et donc, comment fait-on pour tenir compte de ça ? Et ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont utilisé les réfugiés qui viennent de pays d'Afrique anglophone pour pouvoir tenir compte de ça. Ce qu'ils constatent, c'est que, alors tout d'abord, vous avez un premier graphique où sur l'axe horizontal, vous avez le nombre d'années depuis leur arrivée des réfugiés et sur l'axe horizontal, leur probabilité d'emploi. Et pour chacune de ces années, vous avez deux informations. En gris foncé, vous avez le taux d'emploi des francophones en Suisse romande. Et en gris clair, vous avez le contrefactuel qui est donc ce taux d'emploi des francophones en Suisse romande, moins l'effet estimé de la connaissance de la langue locale. Et donc, ce qu'on peut constater déjà dans les premières années, c'est que l'écart dans le niveau d'emploi est important, mais encore plus frappant, cet écart reste très important au fil du temps. On dit dans le cadre de la recherche que cet effet est persistant. On a ici une autre étude qui a été menée au Danemark. Donc, en janvier 1999, les personnes réfugiées sont devenues éligibles à plus de 400 heures de cours de langue, donc de danois supplémentaires. Et cette mesure a été accompagnée d'investissements massifs dans la qualité des cours proposés. On parle ici de formation des enseignants, d'harmonisation des cours, de mise en place de tests pour s'assurer que les gens apprennent bien le danois. Et cette mesure a eu un impact assez important sur les réfugiés parce qu'on a vu une probabilité d'emploi qui augmente de 5 à 6 points de pourcentage. Alors, cet effet-là peut vous paraître petit, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le taux d'emploi des réfugiés est relativement bas, notamment au Danemark à cette époque. On parle de taux aux alentours de 15 à 20%, donc ces 5 à 6 points de pourcentage sont assez énormes. Et en plus de cela, cette mesure a eu pour effet d'augmenter le revenu annuel de ces réfugiés de $3 000 dans le long terme. Il y a aussi des effets indirects qu'on n'a pas anticipés, que les Danois n'ont certainement pas anticipés quand ils ont mis en place cette mesure. C'est qu'on a observé une meilleure performance scolaire de la part des enfants de réfugiés. Les garçons ont notamment un plus haut taux de complétion de l'école secondaire et les filles ont même de meilleures notes. Et on voit aussi une baisse du taux de délinquance juvénile chez les réfugiés, chez les enfants de réfugiés. Et si je parle de cette mesure qui touche à l'apprentissage de la langue locale, et c'est particulièrement parce que c'est la mesure d'intégration avec le plus grand impact. Ensuite, nous avons le statut de résidence. Donc, lorsqu'on parle de statut de résidence, certains parmi vous doivent penser aux différents permis de résidence octroyés aux réfugiés en Suisse, notamment les permis F qui sont attribués aux personnes admises à titre provisoire et l'incertitude qui est liée à leur avenir. Malheureusement, il n'existe à ce jour aucune étude sur ce sujet en Suisse, ce qui est très dommage dans le contexte actuel, parce qu'avec les nombreuses voix qui s'élèvent pour que le droit de résider en Suisse et bien d'autres soit accordé que sous condition, c'est une information qui serait hyper importante. Mais le Danemark et ses nombreux changements de politique permettent d'apporter quelques éléments de réponse à ces débats, notamment sur l'introduction d'incitations telles que le fait de conditionner l'octroi à un réfugié le droit de résider dans un pays à la qualité de son intégration. Donc, ici, nous avons le parcours du réfugié au Danemark jusqu'en 2002. Donc, le réfugié lambda commence par faire sa demande d'asile. Si elle est acceptée, cette personne est admise à titre provisoire. Et ensuite, au bout de 3 ans, si on estime que le retour de cette personne dans son pays d'origine est impossible ou que cette personne
est suffisamment intégrée, elle obtient un droit de résidence permanent. Après 2002, on a eu un premier changement de politique où la procédure de la demande d'asile vers l'admission provisoire est toujours la même, sauf que le délai qui lui permettait d'obtenir la résidence permanente a été étendu de 3 ans à 7 ans. Alors, quel était le but de cette mesure? Évidemment, pour le Danemark, il était de rendre le pays moins attractif pour les personnes qui déposent une demande d'asile. Et ce qu'on a constaté sur l'employabilité de ces réfugiés, c'est qu'en fait, on a observé qu'un plus haut niveau de formation, mais pas d'effet significatif sur le taux d'emploi, le revenu ou même la probabilité qu'ils restent au Danemark sur le long terme. On a ensuite eu un deuxième changement de politique en 2007. Tu peux passer à la prochaine. Alors, là encore, de la demande d'asile à l'admission provisoire, pas de changement. Il faut toujours 7 ans pour passer à la résidence permanente, mais cette fois, ils ont ajouté des conditions pour l'obtenir, notamment le fait d'être employé pendant 2 ans et demi à équivalent plein temps, en plus d'atteindre un niveau de danois qui est intermédiaire. Et là, les résultats ont été visibles, en tout cas à court terme. On a vu le nombre d'heures travaillées de 30% et pas d'effet significatif sur le niveau de langue. Par contre, sur le long terme, on n'a observé aucun effet de cette mesure. Et là, il nous faut nous poser la question de pourquoi cette mesure. Au final, l'idée là derrière était d'introduire une incitation chez les réfugiés pour trouver du travail. Et cette incitation était donc liée à ce droit de résidence permanente. Et si dans le court terme, on observe un effet, sur le long terme, coup d'épée dans l'eau. Ils ont quand même mené leur étude un peu plus loin. Ils ont pu identifier dans le cadre de leur étude des réfugiés qui avaient un haut niveau, un haut potentiel d'intégration plutôt, et ceux qui avaient un bas potentiel d'intégration. Et ce qu'ils observent, c'est que cette mesure, elle n'a pas d'effet sur l'emploi chez les personnes à haut potentiel, ce qui est prévisible parce qu'on peut estimer que ces personnes auraient, quoi qu'il arrive, trouvé un emploi, mais que leur niveau de langue s'est amélioré. Par contre, chez les bas potentiels, cette mesure était en fait un découragement, si vous voulez, parce qu'ils estimaient tout simplement qu'il n'était pas possible pour eux d'atteindre les prérequis pour la résidence permanente, et donc c'est chez eux qu'on observe la très grosse baisse d'heures travaillées. Et enfin, passons à l'aide sociale. Donc, je vais maintenant aborder ces dernières thématiques, et je vais notamment mentionner le coût que représente le système d'asile, et plus particulièrement celui de l'aide sociale. J'insiste, il ne s'agit pas de remettre en question de l'aide sociale versée aux réfugiés. Cependant, comme les discussions sur son coût reviennent régulièrement dans les débats, et que l'idée de baisser l'aide sociale versée aux réfugiés pour leur créer une nouvelle incitation à travailler est souvent émise, il me paraissait important de partager ça avec vous. Donc, on a ici un premier cas avec le Danemark, encore une fois. Donc, en 2002, le gouvernement danois a viré un petit peu à droite et a décidé de réduire de 40% le montant versé par l'aide sociale. On parle donc ici d'une baisse de l'équivalent de $6 000. Donc, encore une fois, je prends des chiffres qui peut-être vont frapper un peu plus. L'aide sociale était de $15 000 et elle a été réduite à $9 000. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? La hausse de la probabilité d'emploi chez les réfugiés a été de 5 points de pourcentage et le revenu n'a augmenté que de $1 900. Pourquoi je dis que? Parce que, comme je viens de le mentionner, la baisse de l'aide sociale était de $6 000. Ce qui veut dire que le fait de travailler n'a pu le permettre que de couvrir qu'un tiers de ce revenu perdu. Et à long terme, cette mesure n'a eu aucun effet. Alors, ce que ces chercheurs se sont demandé, c'est comment est-ce que ces réfugiés ont-ils fait pour nouer les deux bouts? Et ce qu'ils ont vu, c'est que le nombre de délits qui étaient commis par des personnes réfugiées ont plus que doublé, et que ces délits étaient principalement des vols à l'étalage qui étaient commis par des femmes. Pourquoi est-ce qu'il est important de souligner ici qu'il s'agit de femmes? C'est tout simplement qu'il s'agit d'une population qu'on n'a pas l'habitude de voir commettre des délits, et que très souvent, même dans la plupart des cas, c'est elles qui sont en charge de la majeure partie, si ce n'est toute, la gestion d'un ménage. Donc, si elles ont commis ces délits, c'est nécessairement ou quasi assurément parce qu'elles n'en avaient pas le choix. C'était des délits de subsistance, si vous voulez. Et en Suisse, on a une étude similaire qui a été menée, où là, on a profité des différences, des montants d'aide sociale qui sont versés aux réfugiés dans les différents cantons. Et les différences d'aide sociale, du niveau de l'aide sociale, n'a aucun impact sur la probabilité d'emploi des réfugiés. En revanche, ce qu'on constate, c'est que pour 100 francs supplémentaires chaque mois qui est versé aux réfugiés, on génère une baisse des infractions de l'ordre de 6,5%.
et des petits délits de 15,5%. Et par petit délit, j'entends vol, resquis, c'est-à-dire ne pas payer vos titres de transport, par exemple, le deal, et par deal, j'entends pas du deal de grands mafieux, mais du petit trafic de rue, ce qui est énorme. Et enfin, dernier point, donc, quand on pense à ces baisses des aides sociales, bien évidemment, de la part des gens qui mènent ces politiques, on a en tête les économies qui sont réalisées, mais on voit qu'avec ces économies qui sont réalisées, il y a une précarité qui est renforcée et qui donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, augmente les délits de subsistance chez une population qui est déjà extrêmement vulnérable. Et en plus de ça, il y a un autre coût qu'on n'anticipe pas, mais que d'autres chercheurs ont essayé d'évaluer, c'est celui qui est associé à cette hausse des délits. On a des chercheurs qui ont constaté que l'appareil judiciaire était extrêmement coûteux et que pour chacun de ces délits, il y a une affaire qui est menée et ils ont donc estimé ces coûts. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que ces coûts dépassent très, très probablement et très largement les économies qui sont réalisées avec la baisse de l'aide sociale. Donc, si on analyse donc cette politique de baisse de l'aide sociale, mais d'un point de vue global, en prenant absolument tout en considération, il n'est pas sûr qu'il vaille la peine de la poursuivre. Et j'arrive au bout de ma présentation. C'est ici qu'une petite revue de la littérature, si certaines thématiques vous intéressent et que vous voulez aller chercher ça de votre côté. Et puis voilà. Si vous avez des questions, je les prends volontiers. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps. Mais... Là, vous vous rendez compte que ce que nous, on fait dans notre vie, ça ne sert à rien, en fait. Hein. Nous, on fait un job très bien. Il y avait une question, ouais. Je vais juste répéter la question. Donc, la question, c'est est-ce qu'on connaît le temps que ça prend de passer du statut de réfugié, demandeur de requérant d'asile, à un titre provisoire? Ok. Alors, dans le cadre de ma recherche, je suis intéressé que par les demandeurs d'asile qui sont arrivés jusqu'à 2018, plus ou moins. Mais jusqu'en 2019, la procédure, en moyenne, prenait 2 ans. Donc, les personnes demandaient l'asile. Et donc, c'était 2 ans, mais avec pas mal de variations d'une personne à l'autre. Mais en 2019, il y a eu un changement de loi qui visait à accélérer la procédure. Et depuis, elle a été sensiblement raccourcie. Mais je ne peux pas vous donner un chiffre très précis. Donc, quand il y a un réfugié qui arrive en Suisse, il y a une interdiction de travailler. Voilà, il y a une interdiction de travailler. Alors, c'est peut-être. Alors, donc, ce que vous demandez, c'est si l'aide sociale que je traite dans les dernières slides, donc sur l'aide sociale, est-ce qu'elle concerne les personnes qui sont requérantes d'asile ou si elles se poursuivent une fois la décision obtenue de la part de la Confédération avec le permis qui vient. Alors, ce que j'ai peut-être pas précisé parce que je devais aller relativement vite, c'est que les personnes qui ont été étudiées dans le cadre de la dernière étude étaient des personnes admises à titre provisoire, donc des permis F. Et pour l'interdiction de travailler dans les premières années, en fait la réponse est plus nuancée. Les personnes avec un permis N, donc on parle ici des requérants d'asile qui ont donc déposé leur demande d'asile et qui sont dans l'attente d'une décision, ont le droit de travailler mais sous des conditions très strictes. Donc on a ce qui s'appelle la priorité indigène qui s'applique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un employeur qui veut engager quelqu'un qui a fait une demande d'asile mais qui n'a pas encore reçu de décision doit pouvoir prouver que dans la population résidente permanente, elle ne parvient pas à engager quelqu'un. Donc, théoriquement, elles ont le droit de travailler, mais restrictions quand même assez importantes. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins à votre question. Ça, c'est toujours valable, ça, maintenant? Ça, c'est toujours valable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Oui, Jason. Ouais, donc Jason demande, et si je répète les questions, c'est pour que ce soit enregistré. Hein. Donc Jason dit que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si on doit prouver qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un dans la société pour engager quelqu'un qui est un réfugié, eh ben, comment est-ce qu'on fait? Et pour donner un exemple plus parlant, c'est comme le mec qui va en boîte et qui se fait toujours refoule parce qu'il c'est pas un habitué. Comment on devient un habitué si tu me laisses jamais rentrer? C'est un peu ça le truc. Alors cette priorité indigène que j'ai expliquée à madame, elle ne s'applique qu'aux personnes qui ont un permis N. Et ces personnes qui ont un permis N, c'est des personnes qui ont déposé une demande d'asile, mais qui ne savent pas encore si un droit de résidence va leur être attribué par la suite. Mais une fois qu'une personne obtient
reçoit sa décision et qu'elle obtient un permis F qu'elle a mentionné avant, un permis B, qui sont des permis qui permettent de s'établir en Suisse, là, elles n'ont plus de restriction à l'emploi. C'est-à-dire que si une personne veut l'engager, bon, il y a une mini-procédure qui est à faire, mais cette personne doit annoncer aux autorités locales qu'elle va employer donc un ou une réfugiée, mais cette autorité n'a pas son mot à dire dans le fait qu'elle l'engage. Et là, on parle, excuse-moi David, et là, on parle juste de la comparaison entre est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire ce travail, mais après, ajouter encore à ça le chômage, c'est-à-dire qu'il y a les gens d'abord, enfin, souvent maintenant, les employeurs ils doivent annoncer les postes au chômage, donc il y a plusieurs étapes avant ça même. Tu vois, donc Jason parle de l'Ukraine là, il veut foutre en l'air l'épisode là. C'est la prochaine étape, on mentionne Israël, c'est bon, je coupe tout. Non, vas-y, pose ta question, excuse. Ouais, donc Jason demande par rapport à la vague d'Ukrainiens qui sont arrivés et qui avaient donc une intégration et un accès au travail facilité. Il me semble qu'il y a même un... Tu peux répondre ou pas? Ouais, bien sûr, mais ils ont même créé, enfin, ils ont un permis spécial, c'est permis S, hein? C'est bien ça, ils ont un permis. Ouais. Donc en gros, Jason mentionne que il y a eu vraiment quelque chose qui a été facilité pour les Ukrainiens qui sont arrivés en termes d'intégration, de logement, d'accès au travail, et il y a énormément d'autres peuples qui arrivent en tant que réfugiés en Suisse, et pourquoi il y a un traitement qui est différent. Alors j'ai une réponse, mais je vais laisser David, qui est l'expert, répondre. On a tous la réponse, je crois. Ouais, alors c'est une question plus politique qu'autre chose que tu poses là, et donc c'est compliqué pour moi d'y répondre. Mais je pense qu'il est important de souligner que ce permis S n'a pas été créé spécialement pour les Ukrainiens. Il existait déjà avant, d'accord? C'est juste que c'est la preuve. Il est utilisé pour qui alors? Absolument personne jusqu'à maintenant. Voilà. Et non, je dis les termes tels qu'ils sont. Non, mais ce statut existait déjà, mais avant eux, il n'avait jamais été utilisé. Et donc, la décision a été prise par le gouvernement d'attribuer donc ce permis S aux Ukrainiens, qui est un permis assez... C'est pas qu'il est bizarre, mais il est un peu entre le permis F, donc le permis d'admis à titre provisoire, et le permis B, c'est-à-dire que il donne accès au marché du travail, c'est vrai, mais le permis F le donne aussi, si je dois me faire la défense de ces permis qui sont attribués plus souvent à ces personnes auxquelles tu faisais référence avant, donc à ces gens qui sont issus d'autres pays. Il y a un autre avantage qui est assez important du permis S, qu'on ne mentionne pas assez souvent, à mon avis, c'est que chez les permis F, donc les personnes admises à titre provisoire venant d'autres pays, il y a la possibilité d'obtenir un permis B, qui est donc le permis qui permet de s'établir de manière permanente en Suisse. Et le moyen de transformer en fait ce permis F en permis B, c'est qu'au bout de 5 ans, vous êtes suffisamment intégré, cette personne est suffisamment intégrée sur le marché de l'emploi, elle ne prend pas d'aide sociale, et c'est chaque canton qui décide pour ses réfugiés, entre guillemets. Et donc on peut aussi observer des variations en fonction des cantons, bref, un petit bordel. Les permis S, la différence qui pour moi me marque le plus, encore une fois, c'est qu'au bout de ces 5 ans, si ces personnes ne peuvent pas retourner dans leur pays, ce permis permanent leur est attribué automatiquement. Donc voilà. Mais sur les différentes nuances entre les deux permis, on pourra en parler pendant des heures, et ce serait compliqué de... Enfin, c'est une décision politique. Je voudrais pouvoir t'en dire plus, mais... En gros, ça veut dire on en discute tout à l'heure. C'est ça qu'il veut dire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Alors, la question, merci Akram. La question, c'est, dans la présentation, il y avait une corrélation entre la baisse de l'aide sociale et l'augmentation de la délinquance, mais aussi une augmentation des frais judiciaires par conséquent. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on devrait dire aux détracteurs? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai mentionné que c'était intéressant d'avoir ces informations, parce que souvent, c'est des choses qui sont utilisées par les médias et les politiques. Mais que dirais-tu aux personnes qui utilisent ces informations à mauvais escient? Parce que, voilà, je te laisse avec ça. Bon, là, c'est de loin pas évident de répondre à cette question, mais je vais peut-être me mouiller un peu plus qu'avant. Bah, je pense qu'il y a un truc dont on doit se souvenir quand on parle du système d'asile, c'est que avant toute chose, il incarne une promesse.
Et cette promesse, elle a été faite au lendemain de certaines des pires heures du siècle dernier. D'accord ? Et donc, c'est notre mission. C'est notre mission que de continuer à tenir cette promesse. D'accord ? Ouais, non, mais C'est quoi cette promesse, ces pires heures du siècle dernier, c'est des guerres qu'on a connues un peu partout dans le monde et de manière assez dure ici aussi. Et on a des populations qui ont été persécutées durant ces guerres. Et on a décidé de les refouler dans pas mal de pays, presque tous les pays. Et donc on s'est dit plus jamais. Et aujourd'hui, il faut que ça, on l'applique à tout le monde. C'est ce qui a été promis à ce moment-là. Dès le moment où quelqu'un est menacé dans son pays d'origine, on a promis à ce moment-là qu'on accueillerait cette personne. C'est aussi simple que ça. Et donc ici, on ne répond à aucune logique économique. D'accord ? Si le système d'asile existe, ce n'est pas pour servir l'économie suisse ou l'économie européenne ou l'économie américaine. C'est avant tout parce qu'on a fait cette promesse. On respecte pas tous nos promesses, donc... Hein? Tes mots, pas les miens. C'est vrai. Non, mais c'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe. Ok, très bien. Donc, merci Dawit. Je pense qu'on peut round of applause. Merci. Pour ceux qui veulent revoir la présentation, il y a ce qui avait été fait à l'Université de Genève. Il y a une vidéo. Donc, si vous voulez le lien, il y a environ 1h30 de vidéo. Et il y a des collègues à lui qui font... une présentation qui est sur d'autres aspects, etc. Donc voilà. Très bien. Alors, on va complètement changer de sujet. Hein. On va pas rester là-dessus. Sinon, on va plomber l'ambiance. Alors là, je vais gentiment passer à la partie où vous pouvez activement venir vous asseoir à côté de moi. Il ne faut pas faire les timides. Pour ceux qui ont écouté des épisodes, évidemment, il y a Moussa qui est là à côté de moi et qui a participé. Ça s'est toujours bien passé, donc vous inquiétez pas. Et je suis pas là pour vous piéger. Je vois que Karim il s'en est allé, je sais pas où il est, mais il va revenir. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Enfin, c'est une question que je me suis posée, c'est que souvent en Suisse, et là on va passer sur un aspect plutôt culturel, artistique, on entend souvent, il n'y a rien qui se passe, que la scène est morte, qu'il n'y a pas assez d'événements artistiques, etc. Pourtant, beaucoup de choses se passent. Et quand on va à Paris, par exemple, on s'arrête devant des affiches théâtrales, puis on se dit « Ah, mais pourquoi j'irai pas au théâtre ?» Et il y a des talks qui se font, et les gens se disent « Pourquoi pas ?» Par contre, quand ça se passe ici, j'ai l'impression qu'on est un peu plus réfractaire, un peu moins curieux, un peu moins engagé. Alors ça n'engage pas tout le monde, évidemment. Vous êtes peut-être le contraire de ce que je viens de mentionner, parce que vous êtes là aujourd'hui. Mais je crois qu'on a tous cette impression-là. Alors oui, on a tous la culture du festival, etc. Et on va régulièrement tous à des festivals. Mais au-delà de ça, qui c'est ici qui va régulièrement à des vernissages, à des événements culturels dans des musées, à Neuchâtel, on a le NIF. Qui c'est ici qui est allé voir un film au NIF? 3 personnes, 4, 5 si je me compte. Mais qui c'est qui va vraiment à des événements cinématographiques et qui c'est qui est... c'est l'exemple aujourd'hui. Vous êtes là, mais c'est pas forcément des événements qui parlent aux personnes. Par contre, comme j'ai dit, si ça se passait à Londres, à Paris, à Amsterdam, ils se seraient peut-être motivés à le faire. Karim, je t'appelle à la barre comme ça. Ouais, bah oui, évidemment. Évidemment. À froid, ouais. Moi, je t'avais prévenu. Alors, ouais, bah, je te piège un peu. Karim, pour information, évidemment, c'est la personne qui gère ce bar, mais c'est quelqu'un avec qui on a organisé une 50aine d'événements, je pense, avec Coton Musique. C'est quelqu'un qui a aussi travaillé énormément dans la musique, l'événementiel, je vais dire, en étant, je peux dire tourneur, c'est juste, Karim? C'est juste.
Très bien. Et qui a organisé un grand nombre de festivals également. Vous avez peut-être entendu parler du Beat Festival et qui garde un pied là-dedans. Donc Karim, toi qui organises, et tu vois, tu as organisé même des concerts régulièrement à la Casa Choc. Juste avant que je pose des questions un peu plus précises, est-ce que par exemple tu sens ou tu as senti la difficulté à, par exemple, attirer du monde à découvrir un artiste? Alors effectivement, quand on parle de découverte, c'est pas du tout la même chose qu'un artiste confirmé pour lequel on va se déplacer parce qu'on connaît effectivement sa discographie et venir. On utilise souvent cette expression de donner de la force, que ça soit sur les réseaux ou effectivement sur des événements, etc. J'ai l'impression effectivement que sur le territoire suisse, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent que ce qu'on retrouve en France finalement. Et comme s'il y avait moins de fierté ou l'envie de donner justement de la force à son entourage, et parce qu'on valide peut-être pas les projets faits par ses proches, ses amis, etc. Et du coup, on est plus sur la réserve peut-être que ce qui se passe autour de nous. Jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche, et c'est vrai, mais c'est bien triste parce qu'au final, pour que ça marche, eh ben, effectivement, la première pierre à l'édifice, elle est clairement donnée par l'entourage direct de ces personnes, et malheureusement, effectivement, c'est extrêmement complexe pour ces artistes, et ouais. De retrouver cette force, et je pense qu'il y a 2-3 personnes ici présentes dans la salle qui peuvent mieux en parler que moi, qui sont eux-mêmes artistes en l'occurrence et qui vivent ça au quotidien parce qu'ils engagent beaucoup de temps dans leur passion. Ils ont envie de transformer cette passion peut-être en profession, et lorsqu'il s'agit justement de faire cette conversion, puis qu'ils commencent à taper à quelques portes et à lever la tête et regarder un peu dans l'entourage, tout d'un coup j'utilise souvent cette expression, mais ça parle chinois, ça a même pas de réponse, et voilà, donc ça se mouille effectivement beaucoup moins. Ouais. Tu m'as fait une très belle passe D là. T'as vu ça, mais c'est parce que j'ai probablement envie de quitter là-bas et que je sens que... Hein? tu t'es ok de nous dire 2-3 mots? Allez, viens. Il a plus l'habitude que moi du micro. Donc là, vous avez Mathieu et Tiuma. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller streamer ces musiques merci. sur Spotify. Tiums qui fait du R&B, un peu des fois quelques influences afro quand même, et qui est artiste. Alors Tiums, on a parlé là tout à l'heure là de donner la force. Est-ce que quand l'énergie que tu mets dans ta musique, je reprends, les attentes que tu as des gens autour de toi quand tu as commencé la musique et maintenant, est-ce que ça a varié? Est-ce que ça a changé? Parce que aller chercher de la force, c'est très dur, c'est très frustrant et ça peut décevoir. Est-ce que toi, tu vois, tes attentes par rapport aux gens de ta ville, de ton entourage, ont changé avec les années? Franchement, après, si j'avais des attentes par rapport à mon entourage, j'aurais pas commencé la musique. C'est vrai. Donc j'ai aucune attente par rapport aux gens autour de moi, je vais juste tout droit, et puis personne n'est prophète chez soi dans un premier temps, donc c'est comme tu l'as dit avant, il faut attendre qu'il y ait la lumière sur toi de la part d'étrangers pour qu'on te donne une crédibilité en fait. Donc ça n'a jamais été dans mon viseur, le fait d'être validé autour de moi. Je fais juste ce que j'aime, je fais là cette chose star pour moi déjà à la base, et puis je vais juste essayer de parler à un maximum de personnes avec des créations qui me sont propres, tu vois. Donc les choses, si elles sont qualitatives, elles se font toutes seules normalement. Donc je suis dans cet état d'esprit là plutôt que de dire ouais, t'as pas reposté, t'as pas fait ça. Je veux pas qu'on aille quémander quoi que ce soit. Si c'est bon, ce sera reposté automatiquement. Si c'est pas bon, tu changes de secteur. C'est vrai, mais on connaît tous le mec là qui t'envoie son nouveau son en DM là et il demande de repost. Ah, frérot. Jamais fait ça. Ouais, non, j'étais pas. C'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, pardon. Tu l'as jamais fait, mais c'est vrai qu'on connaît tous cette personne qui le fait. C'est gênant.
Souvent, on n'aime pas le son en plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? En vrai, il y a une expression en anglais, you miss every shot, you don't take. Donc, si tu n'essayes pas, qui c'est qui va te le reprocher? Est-ce que toi, par rapport à la scène locale, maintenant, enfin, depuis que tu es dans la musique, est-ce que même toi, tu as changé ton habitude? Est-ce que tu essaies d'être plus curieux, de donner de la force ou pas? Je donne de la force principalement à ce qui me parle. Ouais. Donc je donne pas beaucoup de force. Mais non, mais je suis sincère, moi, je veux pas du tout faire les trucs en démarche de peut-être obtenir une force en retour à un moment ou à un autre quand j'en aurai besoin. Je préfère vraiment privilégier les coups de cœur et puis me concentrer sur moi en fait avant tout. Et puis je donne de la force à qui le mérite. En l'occurrence, ton événement, je l'ai fait. Ça n'était pas forcément proche de moi par rapport au fait que c'est pas de la musique, mais c'est pas très loin parce que tu essaies de mettre en avant des artistes locaux de nos vies de tous les jours, donc c'est hyper louable. Puis pour moi, comme ça me parle, donc c'est pas compliqué de faire 2 clics avec son pouce, quoi. Je crois qu'il a tout dit. Merci Thiums. Attends, ouais, c'est vrai. Parle-nous de ton dernier projet rapidement, comme ça, je passe quand même la petite promo. Bah, c'est gentil déjà. Oui, dernier projet que j'ai sorti en décembre dernier, ça s'appelle Vision, on peut le retrouver un petit peu partout. Pour les curieux, ce sera un plaisir de vous avoir comme nouveaux auditeurs, même si c'est éphémère. Et puis il y a quelque chose qui va arriver le mois prochain, donc voilà. Merci pour la promo. Magnifique, voilà. Merci. Merci à toi. Allez, Thiums. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir monter? Riza, viens t'asseoir. Riza qui est là pour filmer si jamais. Et Riza, qui a aussi, avec son équipe, là, ils ont fait un peu... Vous avez secoué un petit peu là, sur TikTok. C'est intéressant de savoir qu'est-ce que toi t'en penses. Comment tu décris ce qu'on a fait? Comment tu pourrais le décrire? Là, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on a fait. Ouais, alors Riza, avec une équipe qui est de différentes parties de la Suisse, je dirais, a créé le parc. C'est des lives sur TikTok où ils parlent de musique, principalement d'artistes suisses, et qui font aussi, qui couvrent aussi certaines parties de ce qui se passe en France, aux États-Unis. Ils ont même aussi couvert 2-3 fois des sujets d'actualité, si je me trompe pas. C'est bien décrit là? Ouais. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du parc? Alors déjà, premièrement, moi je peux être très sévère des fois. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative de venir et de parler d'artistes et de pas parler chinois, de mentionner les personnes qui font des choses bien, des artistes qui passent les frontières. Aujourd'hui, c'est plus un secret, hein, quand on voit Tyrone Quidance et ce que Myro font en ce moment en France. Il est temps d'être fier des gens qui partent d'ici. Il y a énormément d'autres artistes qui ont été mentionnés. Moi, j'ai eu plaisir à suivre quelques lives. Je trouvais que... Alors, est-ce que je peux dire qu'on n'a pas de médias en Suisse? Je sais pas. Je vais pas commencer à dire tataki ou nanani nanana. Il y en a qui essayent. Il y en a... pas assez, je pense, qui sont centrés sur l'aspect rap et hip-hop. Même moi, hein, je veux dire, certaines fois je le mentionne, des fois je le fais pas. Et du coup, j'étais très content de voir certaines choses qui étaient évoquées. Notamment, vous avez démarré au moment où Myro sortait son album. Donc moi, c'était très bien pour que je puisse observer et voir ce qu'il se disait. Mais je pense qu'il faudrait un peu plus de structure et un peu plus de régularité. C'est-à-dire qu'on traite 2 sujets, par exemple, souvent, et peut-être aussi mieux gérer les temps de parole, etc. Mais en tout cas, moi, ça me divertit. Et quand je viens sur TikTok, j'ai envie d'être diverti. Que ce soit un sujet profond ou que ce soit un sujet qu'on parle de la dernière tenue ou d'un tel ou de Kanye West ou de sa femme, je m'en fous, mais j'ai envie d'être diverti. Et là, j'étais diverti, ouais. Juste pour reprendre un petit peu, donc en fait le parc c'est un peu comme une discussion de bar entre potes qui se passe sur TikTok et en fait
traite de ce qui est généralement des actualités du divertissement suisse, principalement de la musique. On rebondit des fois aussi sur... je peux le monter un peu? Le tirer vers moi? Ouais. Aussi sur ce qui se fait principalement du côté de la France et aussi aux États-Unis. Et la particularité, c'est on estime être assez cru et être assez sincère dans nos avis, parce qu'au final, dans toutes les structures, enfin tous les médias, il y a un petit peu, c'est ce qu'on a eu comme sentiment, un peu, du népotisme, langue de bois, c'est du copinage, et puis les avis sont pas forcément sincères. Et nous, justement, vu que dans ce groupe-là, on a autant des artistes que des personnes qui ont côtoyé aussi l'envers du décor. On arrive à dire certaines choses et on se donne cette liberté pas de critiquer, mais de donner un avis et que ce soit dirigé de manière assez constructive. Et du coup, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui avaient besoin de ça en Suisse, qui trouvaient qu'il y avait besoin de cette franchise. Et du coup, en fait, on fait des lives peut-être 2 à 3 fois par mois où on parle des actus quand il y en a. Et voilà. Et après, malheureusement, vu qu'on n'est pas tous en Suisse, on a des fois des problèmes d'organisation, comme tu le relevais tout à l'heure. Et du coup, avec le temps, on va essayer de structurer un peu tout ça et puis de ramener quelque chose de plus qualitatif. Superbe. En tout cas, je vous souhaite de continuer, d'être plus régulier et de parler de Tums. Mais... Voilà. Tiens, c'est comme ça, c'est placé, t'as vu. Mais il fait pas du rap. Mais c'est pas que du rap, c'est bon. Tyrone, c'est du rap? Non, t'as raison. Oh, merci. Mais mis à part ça, tu disais, tu posais la question du fait que pourquoi on n'était pas forcément intéressé à aller dans des musées ou autres. C'était ça de base. Ouais, il y avait ça aussi. Il y avait cette partie aussi, ouais. Et nous aussi, c'est un peu des choses dans le parc qu'on traite. On se dit, t'as parlé de la force avec Tums, pardon. Ouais. Et en fait, c'est aussi par rapport à l'intérêt. Parce qu'il y a un truc que tu as relevé, c'est que tu donnes la force à ce qui te plaît. Donc, est-ce qu'à quelque part, ici en Suisse, on n'est pas plutôt nombriliste, égoïste par rapport à ce qui nous intéresse, et on n'est pas dans une démarche collective de faire évoluer la culture du pays, par exemple, tu vois? Là, on peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que la culture artistique du pays est vraiment présente? Est-ce que je sais pas, j'ai vu une statistique intéressante, c'est que en Suisse, des 15 à 30 ans, 70% des Suisses consomment des activités culturelles, événements culturels. Et en France, le pourcentage est à 88%. Donc, ce qui est énorme comme différence, et encore plus quand on voit la différence de population. Donc, est-ce qu'il y a aussi même peut-être quelque chose dans la culture suisse où on laisse pas assez de place à l'art? Moi, j'ai pas vraiment l'impression que on avait énormément de spectacles en fin d'année où on pouvait se représenter. J'ai pas l'impression que, je sais pas vous, mais en tout cas moi, le souvenir que j'ai à l'école, c'est que les trucs qu'on allait voir, les événements artistiques qu'on allait voir, souvent, soit c'était une représentation de, comment il s'appelle, Honoré de Balzac, et je m'endors après 5 minutes, mais j'ai pas l'impression que on nous a emmenés dans des choses qui nous parlaient aussi. Et je pense que là, il y a aussi un souci. Est-ce qu'il faut forcément que ça te parle quand tu es jeune, quand tu es à l'école? Vu que tu découvres, faut pas forcément que ça te parle. Oh, mon ami, un petit peu quand même. Oui, je dis pas que quand je suis à l'école, j'ai envie d'aller voir Damso. Mais j'ai envie que certaines fois, en tout cas, la performance artistique, elle soit un peu transgénérationnelle. Je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vois ce que tu veux dire, mais vous en pensez quoi? Ouais, voilà, ouais, Jay. Attends, tu sais quoi? Viens là. Parce que sinon on va pas
Sinon, je dois répéter ta question à chaque fois. Tu peux venir à ma place carrément. C'est intimidant quand même. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une question de contexte, dans le sens où quand tu vas en vacances, tu vas à l'étranger, tu vas en vacances, donc tu as un temps qui est à ta disposition, qui est différent quand tu es sur ton territoire autochtone. Et par conséquent, quand tu es dans un train-train, métro, boulot, dodo, ça requiert un effort supplémentaire que de se renseigner, que d'être alerte sur qu'est-ce qui se passe, même si c'est à côté de chez toi. Et qu'on a peut-être tendance à pas forcément faire, à part si on y est soumis de façon involontaire. Une publicité qui passe sur les réseaux, ou un pote qui te dit il y a le nouveau EP de Tums qui sort, viens on va au vernissage, ou il y a un truc qui se passe au bar, ainsi de suite, on y va. Donc du coup, quand c'est facile à faire, ok, on peut y aller, et puis là on a l'opportunité mais quand on est en vacances, on va aussi déjà se renseigner sur, ok, là j'arrive à Paris, ça coïncide avec un événement, ça coïncide avec un truc, et je pense qu'il y a ça qui est à prendre en considération dans la question que tu posais initialement. Très juste. Et en ajoutant qu'en Suisse, on travaille quand même en moyenne 7 heures de plus qu'en France. C'est vrai. Karim mentionne qu'en France, il travaille un peu moins qu'en Suisse. 7 heures de moins par jour. Par jour, c'est ça? Et ça dépend pour qui. Non, c'est vrai. Ils travaillent moins, mais ils ont peut-être aussi moins de moyens, je sais pas. Donc à voir. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas... Même moi, je suis pas là pour faire le donneur de leçons. Même moi, quand je suis à Paris, je vais plus volontiers à un vernissage, je vais plus volontiers à une expo, etc., etc. Mais je pense quand même que ça mérite une réflexion de est-ce que il faudrait pas un peu plus d'expos qui nous parlent. Je vois que j'arrive tout de suite. C'était j'étais à Paris il y a pas longtemps. Non, bon, je vais pas utiliser l'exemple américain, ok, parce que ça n'a rien à voir, mais je vais quand même l'utiliser. À New York, quand j'étais à Brooklyn, il y avait un musée entier pour Jay-Z, où ils ont fait quelque chose de complet sur sa carrière. Alors, je sais qu'on parle de choses qui sont totalement différentes parce qu'il est de Brooklyn, parce qu'il est aux États-Unis, etc. Mais en France, je suis allé, je sais plus c'était quoi le nom de l'expo, mais qui relatait pas mal de choses autour du hip-hop. Et j'ai l'impression que j'en vois pas assez ici. Je sais qu'à Genève, il se trame quelque chose autour de quelque chose qui s'appelle la maison du hip-hop, si je me trompe pas. Mais je trouve que faire des choses qui nous parlent plus, c'est aussi... Attends, je termine. Faire des choses qui nous parlent plus, c'est aussi peut-être s'approcher de la nouvelle culture pop. La nouvelle culture pop, elle est pas autour que de l'art. Il y a je sais pas combien de temps. Il faudrait aussi peut-être intégrer des choses qui sont plus liées au hip-hop, quoi. Ouais. Alors il y a plusieurs personnes qui ont levé la main, mais totalement. C'était quand? Il y a 3 semaines, je suis allé à une expo photo, chose que je fais très rarement, dans un centre culturel. Attends, je vais pas me tromper. Ça s'appelle iLab. C'est un centre culturel africain d'art contemporain à Genève, géré par 2 femmes. Je connaissais pas. Donc il y a des choses qui se font, mais je pense que de manière générale, on doit ouvrir les yeux. Il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main? Excusez-moi. Oui, toi, Riza. Ah. Vous parliez de Genève, et puis en fait, il y avait une expo aussi à Lausanne sur un label suisse, un label de musique suisse. Et c'était un truc super intéressant. C'est quel label? Cobra. Ouais. Cobra Record ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais le problème aussi, c'est que la communication par rapport à cette expo, comment elle s'est faite? Elle s'est faite plus de bouche à oreille que des affiches ou autres, tu vois. Donc au final, on n'est pas forcément tenu au courant de ce genre d'expo. Toi, ce que tu disais que tu allais visiter, ouais. Tu l'as su comment? Du bouche à oreille, ou tu as eu un flyer ou quelque chose qui... Non, j'étais en train de boire un verre aux eaux vives, et j'ai une amie qui est passée, elle m'a dit ouais, il y a ce truc, je suis allé. Sinon, j'aurais pas su. Ouais, donc après, il y a peut-être un problème aussi par rapport à ça, ouais, par totalement. rapport à la communication des événements. Parce que des événements, il y en a. Des centres, comme tu viens de dire. Quand on en parlait le jour, je t'ai dit, moi j'en avais vu une autre à telle période, je sais pas si tu te souviens.
il y a des événements, mais la communication par rapport à ces événements, peut-être qu'elle est bancale. D'où l'importance d'avoir des vrais médias qui relaient des choses. C'est vrai. C'est vrai. Merci, Risa. Attends, viens t'asseoir là. Ouais, c'est mieux. Alors, il faut savoir que Ellie est suisse, mais elle vit à Rotterdam, donc elle va peut-être nous apporter un aspect différent. Ouais, désolée, je mesure 1m50, donc voilà. J'avoue que moi, avant, lorsque je vivais en Suisse, je faisais partie de ces gens qui ne donnaient pas forcément de la force aux artistes. Je ne cherchais pas s'il y avait des événements. J'étais pas vraiment intéressée. Pourtant, j'ai toujours été dans le milieu artiste, danseuse avant et tout. Mais maintenant que je vis à Rotterdam, et je remarque en fait la force que les artistes donnent aux autres. Donc, moi, je suis dans le monde de la musique. J'entends qu'il y a un ami d'un ami qui fait quelque chose, une exposition, une pièce, whatever. En fait, je remarque que tout le monde se déplace et tout le monde va donner de la force, peu importe si on connaît ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ancré. En tout cas, là-bas, à Rotterdam, si vous montez quelque chose, il y aura du monde qui va venir et qui va vous soutenir. Et c'est vrai qu'en Suisse, je ne vois pas ça. Ou alors moins plutôt. Moins. Ouais. Ouais, bah c'est une bonne observation. Alors, j'ai pas du tout de solution à tout ça, hein, il faut que vous le sachiez. Mais je pense que c'est des bonnes réflexions, c'est des bonnes choses qu'il faut aussi cultiver. Parce que là, vous êtes là. La majorité des personnes, vous êtes venus me donner de la force, principalement. Donc, je pense qu'il faut essayer de cultiver ces choses autour de nous. J'espère que la prochaine fois que je ferai un événement, il y aura un maximum de monde qui viendra, et surtout des gens que je ne connais pas. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut cultiver de manière générale et se rendre peut-être un peu plus à des choses ou à des événements où on ne connaît pas forcément les choses. Ouais, Amber, tu voulais dire quelque chose ? Tu prends ton téléphone, tu as des notes ? Ah, elle a fait des notes en plus pour de vrai. Je vais essayer de ne pas vous embêter longtemps. Mais c'est vrai ce que... Tu veux t'asseoir ou pas ? Ouais, je vais m'asseoir. C'est un sujet hyper intéressant, en fait, la culture en Suisse. Je pense que c'est déjà un problème, enfin, si on peut appeler ça un problème, de culture, justement. On est dans un pays qui est connu pour être très pudique, on respecte la qualité, en fait, en Suisse. Donc, on ne va pas forcément soutenir quelque chose pour lequel on n'est pas forcément convaincu de la qualité et du succès. On attend vraiment de voir que quelque chose décolle avant de le soutenir. Et c'est en fait à ce niveau-là que je trouve qu'il faut qu'il y ait un switch où on fasse plus confiance aux artistes et aux personnes qui osent, parce qu'on n'est pas un pays qui ose. On est un pays qui est très timide pour montrer, que ce soit dans l'art, par exemple. Il y a aussi tout ce côté où on ne donne pas forcément les possibilités, que ce soit financières ou de moyens, tout simplement, de donner la place aux artistes de s'exprimer, parce qu'on a un pays qui est axé sur la productivité. On travaille énormément, comme on l'a évoqué avant. On n'a pas forcément le temps pour les loisirs, pour tout ce qui est artistique, qui ne va pas forcément tout de suite amener concrètement du revenu et de l'argent à la Suisse. Comme on l'a vu, on travaille plus de 40 heures par semaine pour la plupart. Donc c'est sûr que déjà, si on part de ces bases-là, ça ne donne pas beaucoup de place à la créativité et à l'art. Mais avec les jeunes générations qu'il y a aujourd'hui, maintenant qui commencent à arriver, les réseaux sociaux, les gens qui osent de plus en plus faire des choses, des métiers moins conventionnels et plus peut-être artistiques, on arrive à voir un petit peu la différence. On arrive à voir aussi le talent qu'en fait on a en Suisse. Même les jeunes entreprises qui ne sont pas forcément dans l'art, je pense à La Volonté du Dé par exemple, il y a aussi, ils communiquent un certain message par ce qu'ils commercialisent, et c'est aussi quelque chose qu'on trouve important, j'ai l'impression en Suisse, s'attacher à un concept, un message, quelque chose qu'on communique et dans lequel on peut se retrouver, et c'est là où on va commencer à apporter de l'importance aux choses et à les soutenir d'autant plus si on se reconnaît dedans. Donc je pense que pour un pays comme nous, où on attend vraiment de la qualité, il faut se concentrer sur ce qu'on nous fait ressentir, dans ce qu'on nous propose au niveau artistique ou autre. Et là, vu qu'on ne peut pas donner de la force aveuglément à quelque chose qu'on ne croit pas, comme par exemple dans d'autres pays européens, eh bien,
il faut qu'on s'intéresse d'autant plus aux choses qu'on nous propose pour leur donner de la force. Et c'est comme ça qu'on va réussir, je pense, à émanciper un petit peu plus ce côté art qu'on a, et en le rendant beaucoup plus accessible à une plus grande communauté que juste à une communauté privilégiée qu'on a, c'est en fait la communauté privilégiée qui a accès le plus à l'art, parce que l'art, ça coûte de l'argent, même d'aller voir des expositions. C'est pour une population un petit peu plus aisée. Et donc, pas forcément accessible à toute la communauté suisse, et encore moins aux jeunes qui sont souvent en précarité, aux jeunes étudiants, donc qui peuvent pas encore, déjà qui doivent s'acheter à manger, ils peuvent pas encore aller voir des expos. Et ça, c'est dommage en fait, parce que c'est comme ça qu'on cultive la culture, et c'est comme ça qu'on va réussir en fait à toucher de plus en plus de monde et à faire qu'on arrive à s'émanciper au niveau de la culture en Suisse. Désolée, je suis allée un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez compris le message. Merci beaucoup. Karim, on a quelques minutes, mais tu peux ouvrir. 5 minutes, j'ai ? Non, mais sinon, si. Sûr ? Ok, très bien. On va boucler. Après, au pire, ça peut être ouvert, et puis voilà, je m'adapterai. On arrive à la fin de l'épisode, mais je ne sais pas si vous avez des questions générales, de manière générale, sur le podcast, etc. Je vais en prendre une ou deux, et comme ça, après, on va pouvoir boucler, que ce soit sur cet épisode ou quoi que ce soit. Ok, j'arrive tout de suite. Et si après, il y a des gens qui veulent venir voir comment ça fonctionne, etc., je vous montre bien sûr volontiers. Et une fois encore, merci Karim pour la flexibilité. Akram, je t'écoute. Alors, pour les auditeurs, Akram demandait si j'ai passé un bon moment, si je suis content du rendu, parce que le temps apparemment est passé très vite. Alors, je suis très content. C'était un peu un parti pris de faire une préface où il y avait une présentation de quelqu'un d'autre. Mais je pense que j'ai l'impression en tout cas que ça a parlé à la plus grande majorité des personnes ici. Et pour moi, c'est passé hyper vite. Je suis hyper content. Je suis très content de voir les gens qui sont là. Je suis très content de faire ça ici. Je trouve que le setup, il est méga carré. Et oui, ça va se faire encore une fois. Ça va se faire sûrement aussi à Lausanne et à Genève. Mais on va dire que c'était ici que ça devait commencer. Est-ce que ça va se refaire ici ? J'espère, on verra. Et voilà, je suis très 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 content. Ouais. Et merci beaucoup. Alors, c'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Très bien. Alors, je vais faire la conclusion comme d'habitude. Alors, je remercie toutes les personnes qui sont ici. Je remercie le Bart. Encore une fois, merci à tous d'être venus. Pour les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, comme d'hab, je vous rappelle, les 5 étoiles sur Spotify, la section sondage sur Spotify, Deezer, Apple Music. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça donne de la force et ça favorise les algorithmes, chose qu'on ne maîtrise pas et on galère tous avec. Je crois qu'il y a quelques créateurs de contenu ici, donc vous savez ô combien c'est compliqué. Et on s'attrape au prochain épisode. Merci à tous. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.